Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette session d'information, activité présidentielle pour ouvrir ce journal. Denis Sassou Nguesso est actuellement à Pointe-Noire pour une visite de travail de 5 jours, dont le premier acte a eu lieu ce mardi. Giscard Maungu, notre envoyé spécial, nous fait le point, nous fait vivre dans ce reportage l'ambiance qui a prévalu à l'aéroport international Maya-Maya, à l'aéroport international Agostine Onete, je voulais dire, à l'arrivée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Regardez. Nous sommes à quelques encablures de l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire. L'ambiance est celle des grands événements politiques. Et devant l'aéroport, des banderoles de partis politiques qui rivalisent de messages. Tout à l'heure, Denis Sassou Nguesso, le président de la République, va arriver. En attendant, chacun peut animer comme il peut. Zolo Amour, les Kimbanguistes, avec ses pas qui a retenu les attentions à l'aéroport aussi. La communauté étrangère a signé sa présence. Vraiment, il y a une mobilisation, l'effervescence. Nous sommes très contents, nous attendons notre président. Le club 2002 Pur a choisi entre autres un orchestre pour se faire accompagner et Gabriel Misatou apprécie lui la mobilisation. Nous sommes très ravis et très réjouis de cette mobilisation. Nous avions il y a 2 jours lancé un appel à tous nos militants pour venir accueillir le président de la République. Après une absence de 5 ans consécutifs à l'accident électoral que nous avons connu en 2016, nous avons compris aujourd'hui que cet appel a été entendu et donc nous ne sommes que réjouis avec nous et toute la population de Pointe-Noire de cet accueil chaleureux réservé au président de la République. 16h56, de l'autre côté, un avion est en finale. C'est celui qui transporte le couple présidentiel. À l'arrivée, Denis Sassou Nguesso reçoit les honneurs du chef d'État. C'est un séjour de travail de 5 jours bien rempli de Denis Sassou Nguesso, dont le premier acte est prévu pour ce mardi. Cérémonie d'inauguration des nouveaux quais du port autonome de Pointe-Noire. En attendant, c'est une foule immense qui est venue à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance bien particulière. L'ambiance du jour est celle des grandes arrivées ici à Pointe-Noire, partis politiques, groupes religieux et même traditionnels. Chacun, à sa manière, a donné le tempo nécessaire pour maintenir le rythme ici. Certainement que le séjour de Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire, qui s'annonce palpitant, se révélera davantage. Ce bain de foule est peut-être le symbole révélateur de cette ambiance qui s'annonce. Merci bien Giscard Maungu. Et tout à l'heure, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a officiellement lancé la 3e turbine de la centrale électrique du Congo qui porte la production installée à 314 MW à 484 MW, un bond de 170 MW supplémentaires. Ce mercredi, le président de la République sera au port autonome de Pointe-Noire où il va procéder à l'inauguration des quais. Le séjour du couple présidentiel se poursuivra jusqu'à vendredi. Les images, vous les aurez naturellement dans nos prochaines éditions. Après l'appel à candidature relatif à la mise en place de la haute autorité de lutte contre la corruption le 13 janvier 2019, la commission d'évaluation et de sélection a procédé ce lundi à Brazzaville, bien sûr, à l'ouverture des plis pour l'authentification. 413 candidats ont soumissionné à cet appel à candidature publique pour 35 postes à pourvoir. C'était sous le contrôle d'un huissier de justice. La haute autorité de lutte contre la corruption remplace la Commission nationale de lutte contre la corruption. Bernida Sitou nous en parle plus dans ce reportage.
La haute autorité de lutte contre la corruption sera dirigée par une personnalité choisie après un appel à candidature publique. Contrairement à l'ancienne Commission nationale de lutte contre la corruption dissoute et à l'Observatoire anticorruption, les membres de cette institution seront désignés à l'issue de cet appel à candidature. Au total, 413 dossiers ont été reçus par la commission d'évaluation. 35 postes sont à pourvoir et c'est sous le contrôle de Rita Félicité Tondo, huissier de justice, que les plis ont été ouverts pour authentifier les candidatures. Tout Congolais jouissant de ses droits civiques et non condamné pour des crimes ou délits ou à une sanction privative de liberté peut devenir membre de cet organe. Cet appel à candidature est une première au Congo. L'objectif pour le gouvernement de la République est celui d'intensifier la lutte contre la corruption et la fraude et de réprimer de manière plus efficace les antivaleurs. Ongemi Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains, vice-président du comité de sélection, parle de la suite à donner après cette phase de dépouillement. La coordination donc la commission de sélection des membres de la haute autorité de lutte contre la corruption va transmettre l'ensemble des dossiers au comité d'évaluation. Le comité d'évaluation va siéger pendant 15 jours environ pour examiner chaque dossier, suivant les critères qui ont été définis, et ensuite établir une liste restreinte par ordre donc de mérite des différents candidats aux différentes fonctions, après quoi la commission d'évaluation retransmettra donc son rapport à la commission, à la grande commission donc de coordination, laquelle devra donc procéder conforme aux critères à l'identification des cadres promus donc aux différentes fonctions et soumettre l'ensemble de ceux-ci à la signature du président de la République pour ce qui concerne donc le poste de président et de secrétaire général, et ensuite le premier ministre du gouvernement devra signer les décrets pour ce qui concerne les autres postes. Parmi les candidats ayant postulé pour la présidence de la haute autorité de lutte contre la corruption, on peut citer entre autres Ella Djadjibril Abdoulaye Bopaka, Jérémy Moyokani et Lamir Nguele, président de l'ancienne Commission nationale de lutte contre la corruption dissoute. Cet appel à candidature a été lancé le 13 janvier 2019 à Brazzaville. La suite de ce journal, la République du Congo abrite le 19 mars prochain la table ronde pour le financement des projets d'infrastructure en Afrique centrale. À un mois de cet événement d'une importance capitale, le ministre de l'Aménagement du territoire en charge des grands travaux a rencontré hier les chefs des missions diplomatiques accrédités en République du Congo et d'autres partenaires économiques en vue de relayer l'information auprès des partenaires financiers. Irma Okondiou signe ce reportage. C'est une rencontre qui permettra de financer 3 projets phares d'infrastructures de transport de portée sous-régionale, subdivisés en 12 sous-projets, des projets qui devront être réalisés dans la période allant entre 2020 et 2030. Il s'agit du projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo qui va relier les deux villes Brazzaville et Kinshasa, du projet de mise en niveau de construction des ouvrages portuaires sur le fleuve Congo et ses affluents et celui d'aménagement de la route Ouesso-Bangui et N'Djamena. Pour cela, une table ronde est prévue en date du 19 mars prochain et vise à mobiliser près de 2,5 milliards d'euros pour une première phase d'investissement prioritaire 2020-2024 et ainsi poursuivre les efforts fournis par les pays membres de la sous-région. Un véritable carrefour des principaux échanges commerciaux du continent pour développer les routes et les transports. Le ministre en charge des grands travaux revient sur les motivations et les enjeux de la table ronde à venir. En janvier 2004, les chefs d'État et de gouvernement avaient adopté le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, ce que nous appelons le PDCPAC. Donc, les pays d'Afrique centrale s'étaient donc lancés effectivement dans cette grande ambition. C'est l'ambition de la réalisation d'un réseau important d'infrastructures visant donc la densification de ce réseau d'infrastructures et surtout l'amélioration des interconnexions de la région autour des autres régions qui organisent, qui sont
qui font partie donc du continent africain. Ici est de noter que cette table ronde, organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec l'appui des gouvernements des pays de la sous-région, sera financée par la Banque africaine de développement, banque qui réitère son engagement d'accompagner ce projet intégrateur. Parlons santé avec l'épidémie du coronavirus qui sévit en Chine. Un premier cas vient d'être enregistré en Afrique, notamment en Égypte. La personne est mise en quarantaine. Pendant ce temps, les pays de la CEDEAO renforcent leur capacité dans la lutte contre le coronavirus. Suivant ce reportage de VOA. L'épidémie maintient le monde en alerte avec près de 800 cas de contamination confirmés ce lundi dans une trentaine de pays hors de Chine continentale, dont un premier sur le continent africain, en Égypte précisément. La personne non égyptienne est en quarantaine. En Afrique de l'Ouest, où aucun cas n'a encore été détecté, les pays du bloc régional de la CEDEAO viennent de décider à Bamako de renforcer leur coopération. Aujourd'hui, on part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà. Ailleurs sur la planète, les efforts se poursuivent pour endiguer la propagation. Quelques 300 Américains du paquebot contaminé par le coronavirus au large du Japon ont été évacués aujourd'hui. Un premier avion a atterri en Californie. Parmi eux figurent 14 cas positifs. Les rapatriés devront observer une quarantaine. Mais c'est un autre navire de croisière américain qui amplifie les craintes de propagation à l'international. Des centaines de passagers du West Dam ont été autorisés à débarquer la semaine dernière au Cambodge, alors qu'une Américaine de 83 ans, qui était également à bord, a été testée positive. L'opérateur américain du navire continue de traquer les voyageurs, désormais éparpillés au Cambodge. L'épidémie du coronavirus ne cesse de faire des victimes en Chine. 70 000 personnes sont affectées à travers le monde et le nombre de décès en Chine avoisine 1770 morts. Une situation qui préoccupe la communauté internationale. Suivant ce commentaire de Justin Bambaka. Aujourd'hui, le monde entier est préoccupé par l'épidémie de coronavirus ou Covid-19, décimant plusieurs personnes actuellement en Chine. À ce jour, nous comptons plus de 70 000 personnes qui ont été infectées à travers le monde, plus de 2823 guérisons et 1770 morts en Chine, dont un étranger. Certes, l'épidémie continue de se propager et que la situation soit toujours complexe. Il est pourtant encourageant de constater que 2823 patients ont été guéris en Chine et que le nombre accumulé des guérisons et sa vitesse d'augmentation ont dépassé ceux des décès. Au niveau international, on signale seulement plus de 300 cas d'infection à l'extérieur de la Chine, soit moins de 1% du nombre total des cas dans le monde, et un seul décès a été signalé. Le gouvernement chinois considérant le contrôle de l'épidémie à Wuhan et Hubei comme la priorité des priorités a fermé les points de passage de Wuhan. 11 921 médecins et infirmiers ont été mobilisés pour apporter assistance à Hubei. 2 hôpitaux munis de 2500 lits ont été construits à Wuhan en 10 jours. Des centres d'exposition et des sports ont été transformés en centres d'accueil munis de 10 000 lits. Aussi, le pays de Mao Tse-tung a établi un mécanisme synergique de prévention et de contrôle axé sur Wuhan et Hubei et couvrant l'ensemble de la Chine. L'organisation des grands événements supprimés, le rassemblement des personnes réduit et des guides de prévention pour le public ont été distribués. La province de Hubei a suspendu la réception des demandes d'entrée et de sortie. La ventilation et la désinfection ont été renforcées dans les aéroports et les prises de température corporelle sont effectuées pour les passagers. Des conseils de protection ont été publiés en cette langue. Par ailleurs, la Chine a déployé des grands efforts dans la recherche médicale, ce qui a permis l'identification de l'agent pathogène. Actuellement, les scientifiques chinois travaillent d'arrache-pied pour accélérer le développement des vaccins. Il faut dire que 105 étudiants congolais sont bloqués en Chine. Le gouvernement de la République du Congo a débloqué 200 millions de francs CFA pour leur venir en aide.
Actuellement, indique le gouvernement chinois, la vie quotidienne des ressortissants étrangers reste normale. Aucun cas d'infection n'est enregistré parmi ces Congolais. L'Organisation mondiale de la santé a réaffirmé sa confiance dans la capacité de la Chine à contrôler l'épidémie et désapprouve ou même s'oppose à toute restriction de voyage ou de commerce à l'encontre de la Chine. Cette épidémie aura des impacts négatifs sur l'économie chinoise. Pour répondre aux besoins de la prévention contre cette épidémie, l'ambassade de Chine au Congo a pris des mesures concrètes, entre autres. Proposition aux ressortissants chinois de l'annulation ou du report de leur voyage au Congo et la pratique de la mise en quarantaine d'observation pendant 14 jours à domicile pour ceux qui ont l'obligation professionnelle de venir au Congo. Parlons sport pour terminer. Le tournoi amical international de football organisé en vue de préparer le CHAN a démarré hier au complexe sportif de Kintele. À l'ouverture, le Cameroun a eu raison de la RDC par 1-0. Donald de Goma pour le reportage. Sur initiative de la Fédération congolaise de football, le complexe sportif de Kintele a de nouveau ouvert ses portes pour abriter le tournoi amical international de football. C'est une sorte de mise au vert qui permettra fort bien aux trois nations de la zone de l'UNIFAC, à savoir la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, d'affûter leurs armes en vue de faire mouche lors de la 6e édition du CHAN, prévu au Cameroun du 4 au 25 avril prochain. Pour ce match d'ouverture, les léopards de la République démocratique du Congo ont accordé leur hospitalité aux lions indomptables du Cameroun. Le combat de la jungle entre les deux fauves a souri aux lions indomptables qui se sont imposés sur le score étriqué d'1-0. Après une première mi-temps vierge, il aura fallu attendre la seconde pour voir bouger les filets. Un but inscrit par Béo Bateau Valentin à la 70e minute. Il n'y a que quelques jours seulement, mais bon, ça ce ne sont pas des raisons avancées. J'ai fait pratiquement 2 séances d'entraînement avant de préparer ce match-là. Moi je crois qu'il y a de très bonnes qualités de joueurs. J'ai eu le temps de voir la majorité d'entre eux. C'est vrai, il y a encore plein de choses à travailler. Donc par rapport au jeu, j'ai aimé la façon dont on a joué. Mais bon, malheureusement pour nous, on a pris un but. Et on a raté autant d'occasions de but, donc on sait sur quoi on doit travailler. Et par rapport à l'effectif, on sait sur qui on va compter et s'il y a du renfort à faire, on sait dans quel compartiment on va renforcer pour penser à faire mieux dans ce championnat. De son côté, Yves Clément Aroga Atsenso a trouvé ce qu'il est venu rechercher ici à Brazzaville. Oui, à travers ce match déjà, j'ai vu de bonnes choses et j'ai aussi vu certaines choses qu'il faut régler, qu'il faut changer immédiatement quand on retourne sur Yaoundé. Il y a encore des jeunes qu'il faut voir. Nous avons une idée claire déjà de qui peut rester, qui doit partir. Donc nous continuons. On va encore voir le prochain match contre Congo-Brazza pour voir ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui. Ils vont jouer ce match et nous allons voir s'ils sont capables, n'est-ce pas, de faire partie de la liste finale des 23. Ce jeudi à 18h, le public retrouvera ses installations pour vivre de visu la rencontre Congo-Cameroun. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programme à tous.